Bienvenue sur Soundpixel Lab. Dans cette vidéo, nous allons câbler le prototype de filtre, le mesurer, vérifier qu'il est en rapport avec la simulation, le corriger au besoin et l'écouter. Générique. Avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aurait la possibilité de me prêter un Dayton Audio DTS version 3 pour une prochaine vidéo? Je vous laisse me contacter sur le forum si vous avez ça. Merci à vous. Nous entrons dans la phase d'ajustement du filtre. En dehors de tous les points techniques que nous avons à contrôler, comme la mise en phase, la compensation de l'effet de baffle, c'est le moment où il va falloir faire un peu confiance à ses oreilles. Même ceux qui ont l'habitude de simuler et de réaliser des filtres passent toujours par une phase d'écoute. Cette étape peut être assez longue et il faut parfois plusieurs sessions d'écoute pour valider un filtre, d'autant plus quand on débute dans le domaine. Puisqu'il faut garder en tête que notre système auditif se fatigue sur le long terme et on peut se faire avoir par des biais de perception. Les mesures permettent de ne pas faire d'erreurs techniques et de visualiser ce que l'on entend. Encore faut-il faire les bonnes mesures et réussir à les interpréter comme il faut. Mais le juge de paix reste notre perception. Ou plutôt, si ce que l'on entend nous plaît et que les mesures valident les aspects techniques, alors dans ce cas on est bon. Comme d'habitude, ce que je vais vous montrer ici n'est qu'une manière de faire parmi d'autres, même si les grandes lignes seront très similaires d'une méthode à l'autre. La première chose que je vais faire, c'est de câbler mon prototype de filtre. Voici les composants pour le filtre et pour les assembler, j'ai utilisé les connecteurs rapides de type Vago comme ça. Je l'ai déjà abordé dans une des précédentes vidéos, je vous le redis, les fils type pince croco, comme ça c'est pratique, mais il faut en avoir de bonne qualité pour ne pas ajouter de résistance entre chaque composant. Alors un petit exemple ici avec un LCR mètre en mode DCR pour mesurer les résistances continues. Donc là, avec ce fil-là, j'ai voilà, 0,6, enfin c'est assez variable, mais en gros, il doit y avoir un peu à moitié du faux contact là-dedans. Donc 0,6 ohms. Un autre câble de meilleure qualité, là j'ai 0,01 ohms. Et maintenant, avec directement les connecteurs comme ça, là j'ai quasiment aucune résistance. Et voici ce que ça fait sur le filtre si j'insère entre chaque composant une résistance de 0,6 ohms. La réponse en fréquence est complètement faussée, la phase est décalée et on a même le 3000 Hz qui est de retour. Donc, bien faire attention avec ce genre de petites pinces croco, c'est un piège et il faut les éviter. Pour être plus à l'aise lors de mes essais, j'assemble mon filtre sur une planche comme ça avec l'enceinte ici. Alors c'est cet ensemble que je poserai sur le pied pour faire les mesures. Je raccorde mon filtre avec donc du coup les pinces croco de bonne qualité à l'enceinte. J'essaye d'éloigner au maximum les inductances de manière à ce qu'il n'y ait pas d'influence entre elles. On en parlera dans la prochaine vidéo et probablement dans une vidéo dédiée. Une fois que mon filtre est monté, je m'installe dans le salon pour faire les mesures. En premier, je lance de la musique. Alors déjà, c'est satisfaisant d'entendre l'enceinte pour la première fois et ça permet de faire chauffer les haut-parleurs. Ça aussi, on en parlera dans une vidéo dédiée. Pour cette partie écoute, si on n'a pas trop l'habitude, l'enceinte seule au milieu de la pièce peut mener à des erreurs d'appréciation sur le rendu sonore. On peut avoir l'impression qu'elle manque de matière dans le bas du spectre ou que le médium et l'aigu sont trop en avant. Vous pouvez alors positionner l'enceinte proche d'un mur, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un petit format comme cette enceinte. Ça permet d'avoir une remontée dans le grave et le bas médium qui reflètera probablement plus la réalité de placement dans la pièce une fois l'enceinte terminée. Si vous avez assez de composants, vous pouvez même faire le second filtre de l'autre enceinte et écouter en stéréo. Sinon, vous activez la fonction d'unmix de votre lecteur audio. Dans Foobar par exemple, il faut aller dans les préférences, puis dans Playback et DSP Manager,
et vous sélectionnez Down Mix to Mono. À partir de là, je passe des morceaux que je connais par cœur et que j'ai écoutés sur plusieurs systèmes, au casque, dans la voiture, etc. Je replace mon enceinte à sa position de mesure, dans un environnement dégagé, et j'écoute de nouveau pour essayer d'appréhender la différence de présence dans le bas du spectre. Même si la mémoire auditive est assez courte, ça peut déjà donner une idée de l'équilibre tonal de l'enceinte. Si on peut s'éviter de constamment bouger l'enceinte entre les mesures et l'écoute, c'est pas plus mal. Ensuite, je fais une mesure dans l'axe et en champ lointain. Et une autre en inversant la polarité du tweeter, par exemple, pour avoir le reverse phase. Le reverse phase est le moyen le plus simple et le plus rapide pour visualiser la mise en phase des haut-parleurs. Et j'en profite pour comparer la mesure à la simulation. Dans V2X4, je vais dans File et dans Export. Ici, je peux exporter la réponse dans l'axe, la réponse en puissance, l'impédance ou encore les réponses polaires. Je vais exporter la réponse dans l'axe. Puis, j'inverse la polarité du tweeter, par exemple, et j'exporte la réponse en fréquence qui correspond au reverse phase. J'importe ces courbes dans RoomEQ Wizard avec les mesures que je viens de faire. Je me place dans l'onglet All SPL pour faire la comparaison. Je remonte le niveau de la simulation en allant dans Action et dans Mesurement d'action pour avoir un chevauchement des courbes dans la zone des 400 à 1000 Hz. En dehors d'un petit décalage sur l'aigu avec ma mesure, plus forte de 0,5 décibels environ, la forme globale est identique entre la simulation et la mesure. Et avec le reverse phase, c'est pareil. À partir du moment où vous avez fait correctement vos mesures initiales avec les bonnes manipulations, il n'y a pas de raison d'avoir une différence entre la simulation et la mesure. À cette étape, vous pouvez voir si quelque chose ne va techniquement pas ou ne vous convient pas à l'écoute. Si c'est un élément technique qui ne va pas, il faut impérativement le corriger au risque de vraiment détériorer la qualité d'écoute de l'enceinte. Pour l'aspect personnalisation, là c'est vraiment suivant votre envie. Techniquement, ici, tout semble être bon. J'ai des réponses en fréquence qui sont identiques entre la simulation et la mesure. Le reverse phase montre que les HP sont bien alignés à la fréquence de croisement. Je peux donc passer à la phase de personnalisation. Cette phase de personnalisation ne doit normalement pas impacter la partie technique. Ce sont uniquement des ajustements de niveau ou des corrections mineures sur ce que l'on entend. Un des problèmes avec la mise au point d'un filtre passif, c'est qu'il faut avoir un petit stock de composants. La simulation permet de grandement réduire les risques de se tromper, on vient de le voir, mais il y a souvent un peu d'ajustement à faire. Autant avec les résistances et les condensateurs, on est sur des produits qui ne sont pas très chers à l'unité, mais avec les inductances, ce n'est pas la même histoire, surtout si on veut des DCR faibles. Alors à l'écoute, c'est déjà très bien, mais si j'essayais de combler un peu le creux entre 1500 et 4000 Hz, ça donnerait quoi? Pour faire ça, j'augmente la valeur du condensateur en série sur le tweeter en passant de 3,3 à 3,9 microfarads. À la simulation, on voit bien l'effet. Et à la mesure, c'est pareil. Ça permet de remonter un peu la zone creusée, ce qui est l'effet recherché. Hélas, ça remonte aussi le 3 kHz, et c'est finalement lui qui prend le dessus à l'écoute. Évidemment, c'est ma perception au moment où j'ai fait la mise au point. Étant dans une zone très sensible de l'audition, la moindre modification sera assez vite audible. J'ai essayé en associant des composants pour avoir 3,6 microfarads, mais je suis finalement revenu à 3,3 microfarads. Associer des composants, c'est pratique pour avoir une valeur spécifique, mais ça implique d'en mettre 2 ou plus, et ça va possiblement se répercuter sur le prix du filtre. J'essaie toujours de rester avec des valeurs normalisées facilement disponibles. 3,3 microfarads, je ne ressens pas de manque dans le médium et le haut médium, cependant, je trouve l'aigu un peu trop en avant. Si je place le curseur dans la zone des 400 000 Hz, on voit que l'aigu est au même niveau, voire peut-être un peu au-dessus si on chipote. Là, on est clairement dans la personnalisation pure et dure.
C'est d'ailleurs le genre de réglage que l'on pourrait mettre à l'arrière de l'enceinte pour choisir le niveau d'aigu avec un switch par exemple. Alors personnellement, j'aime bien les enceintes qui ont une courbe de réponse naturelle très légèrement descendante dans l'aigu. Pour réduire le niveau de l'aigu, j'ai deux possibilités. Augmenter la valeur de la résistance en série sur le tweeter ou en ajouter une en parallèle, juste après celle qui existe. J'ai actuellement une résistance de 12 ohms en série pour atténuer le tweeter. La valeur normalisée directement au-dessus, c'est 15 ohms. Mais 15 ohms me fait descendre le niveau du tweeter de 1,5 décibels environ. C'est un peu trop selon mon goût et cette action n'est pas totalement transparente sur d'autres points. Au niveau de la directivité, le passage à 15 ohms fait de nouveau ressortir le 3000 Hz. C'est d'ailleurs assez drôle de voir que le changement de valeur de cette résistance semble avoir un pivot d'action centré sur cette fréquence. Et j'ai également un petit déphasage qui se met en place. Bon ok, pour le déphasage, je titille le fondement des drosophiles. C'est un point qui ne sera pas audible. Mais, intellectuellement, je n'aime pas trop. Il y a aussi, évidemment, le 3000 Hz qui ressort, ce qui n'est pas les faire chercher. Et de toute manière, l'atténuation est trop forte. Donc, l'autre option, c'est de mettre une résistance en parallèle, juste après celle de 12 ohms. Et là, c'est beaucoup plus propre. Déjà, je peux ajuster finement le niveau de l'aigu. Je n'ai pas l'effet étrange avec le point pivot autour de 3000 Hz sur la directivité, et la phase n'est pas du tout impactée. Après quelques essais de valeur et un peu d'écoute, je me fixe sur une résistance de 27 ohms. On voit que le niveau de l'aigu est descendu d'un petit décibel à la mesure. Voilà, j'ai un filtre qui me convient à l'écoute et qui est techniquement correct. Je lance quelques mesures pour valider tout ça. Je mesure dans l'axe, hors axe, les haut-parleurs seuls et l'impédance. Et j'ai même fait quelques mesures sans la cellule RLC qui corrige le 3000 Hz pour voir l'effet de celle-ci. Avec la cellule, sans la cellule. On voit très bien son action et surtout, ça s'entend. D'ailleurs, il est intéressant de constater que pour ce cas, la petite bosse à 3000 Hz est bien plus audible qu'un creux assez large allant de 1500 à 4000 Hz. Alors oui, forcément, vous ne pouvez que me croire quand je vous dis ça. Je pense pouvoir dire encore une fois que la simulation est fiable et qu'avec ces logiciels, gratuits, on est parfaitement en mesure de fabriquer et de mettre au point une enceinte chez soi et d'avoir un résultat vraiment optimal. Maintenant que tout est ok, on va pouvoir choisir les composants définitifs de ce filtre, le câbler et le mettre dans l'enceinte, ou en dehors. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. À bientôt!